Donc on va entrer directement dans le vif du sujet, si vous voulez bien. On va parler du titre, déjà. Make-storming, c'est un mot que vous avez inventé, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand on a commencé Noda il y a 7 ans, 8 ans, la notion de travail collaboratif n'était pas encore très diffusée et on voulait vraiment essayer de casser ce rapport au brainstorming, le travail collaboratif, c'est le côté you, créatif, un peu tralala. Et pour nous, ce n'est pas les conditions de la collaboration. Ce qu'on trouve intéressant quand les gens se mettent à travailler ensemble, c'est cette dimension du faire et donc du make. Et c'est ça qu'on a voulu mettre un peu au cœur, le fait que faire des choses ensemble, c'est les faire concrètement. Et donc, c'est pas juste se mettre à réfléchir, à imaginer ce que les choses pourraient être, c'est se mettre ensemble autour d'une table et voir concrètement à quel point c'est positif ou compliqué de les faire. Et alors, en quoi le make-storming, ça peut hacker les organisations? Déjà parce qu'aujourd'hui, dans les grandes organisations, on a tendance à déconnecter beaucoup l'étape de la planification, de la conception et de la réalisation. Or, dans des pratiques de design plus classiques, concevoir et faire, ce qu'on va retrouver aujourd'hui beaucoup dans des approches de Lean Startup ou de travail en mode test and learn, on va rapprocher les modes de conception et de réalisation. Et déjà ça, c'est un mode de travail qui est assez différent. Alors, le principe du corporate hacking, c'est de mettre à bas un peu les process, vous les dénoncez, mais est-ce que les process ne sont pas quand même nécessaires parfois? Je ne sais pas, est-ce qu'on peut envoyer un homme dans l'espace sans process et sans organisation bien définie? Voilà, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qu'on nous dit, puis alors moi en plus je suis la partie chaotique du duo, Stéphanie est beaucoup plus concrète que moi, l'ingénieur, je suis plutôt la partie design et bordélique. Mais en réalité, dans cette notion de corporate hacking, il ne s'agit pas de dire qu'il faut tout casser, il s'agit juste de dire que peut-être aujourd'hui dans les organisations, les process qui sont en place ou les règles qui sont induites, qui sont reproduites de façon quasi systématique, ne sont peut-être pas forcément légitimes et qu'elles ont été internalisées, qu'elles ont été adoptées et plus du tout remises en question pendant de nombreuses années. En fait, elles sont devenues un peu culturelles, c'est devenu la monnaie un peu courante. À l'inverse, si vous regardez une organisation comme Facebook, par exemple, tous les ans, l'ensemble des processus de l'organisation, que ce soit des processus techniques ou des processus marketing ou des processus réglementaires, comporteculturels, etc., quand ils sont codés, sont remis en question et on s'interroge savoir s'il est légitime ou pas de les regarder. Je vais raconter une petite histoire qui s'est passée. On a travaillé avec une grande organisation française qui fait des jeux. Et on a travaillé avec le comité exécutif, le comité de direction de cette organisation qui disait on veut regagner un peu en agilité, etc. Est-ce que vous pourriez mettre en place une démarche de corporate hacking? Et donc on a trouvé des gens en interne qui avaient envie de hacker un peu tout ça. Un des points de Hacking For était qu'il y avait beaucoup trop de validation entre le moment où il y a envie de mettre en place un jeu et le moment où ce jeu peut enfin, à la validation, de partir en test, on va dire. Et encore, je ne sais même pas si on est au stade de test. Bref, et donc il y a plein de documents à rendre. Et le groupe a joué le jeu de ce processus en intégrant dans les dossiers plein d'erreurs volontairement pour voir à quel point est-ce que les erreurs allaient être validées, reproduites ou pas, etc. Et ils ont présenté le document à la fin devant le comité exécutif, j'étais là, donc je l'ai vu, et le document avait été signé par les 14 membres du COMEX, qui se sont tous regardés avec des absurdités volontaires à l'intérieur, c'est qu'ils jouaient le jeu, COMEX en l'occurrence, et donc ils se sont tous regardés en disant mais t'as signé, mais non, moi je l'ai pas lu, je le signe, mais je sais que tu l'as signé, tu l'as lu, non, moi je sais plus pourquoi est-ce que je dois lire ce truc, ça ne me concerne plus, et du coup ils avaient tous en fait, de façon quasi automatique, re-signé le document, parce que personne n'était plus propriétaire de la règle. Et en fait, des choses comme ça, dans l'organisation, dans les organisations aujourd'hui, il y en a plein. On ne sait plus pourquoi on les fait, on ne sait pas pourquoi on les subit souvent, mais on va le faire, on va penser que c'est comme ça, c'est chez nous. Je ne sais pas si vous avez beaucoup entendu ça dans vos jobs, je ne sais pas ce que vous faites, pour qui vous travaillez, mais en tout cas, nous aujourd'hui, les clients qu'on rencontre, ils disent souvent, oui, mais c'est très sympa ce que vous proposez, mais chez nous, ça ne marchera pas, chez nous, c'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est comme ça. Et il y a un côté un peu presque une acceptation d'une culture dont on ne sait plus qui est responsable et porteur, mais c'est comme ça. Et le corporate hacking, c'est essayer de se dire, en fait, à un moment, parce qu'on n'a pas défini ce que c'était, donc peut-être juste un peu reposer ce qu'on met dedans, nous et puis d'autres personnes, puisqu'aujourd'hui ça devient un début de mouvement, c'est le fait de se dire, à un moment, j'ai envie de bien faire mon travail,
Et je suis responsable, je suis hyper engagée dans ce que j'essaie de faire. Et pour bien le faire, il y a des choses où, en toute responsabilité, je vais décider de ne pas les faire forcément comme on nous dit de le faire. Et je vais essayer de les faire pour que ça marche, et plutôt que de la bonne manière dont on est censé le faire, parce que je suis plutôt expert dans ce que je suis en train de faire, et des fois, pour bien faire les choses, faut les faire un peu différemment. Et nous, c'est comme ça qu'on a vu naître le corporate hacking, c'est avec plein de gens avec lesquels on travaillait, qui pour travailler avec nous, ou pour travailler sur des modes un peu différents, des fois étaient amenés à contourner, à détourner certaines règles et certains processus. C'est ça un peu. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas du tout de règles, bien sûr qu'il en faut, il faut juste les bons et suffisamment. Il y a un livre très bien sur la gestion du risque qui existe, qui est un livre d'un chercheur, voilà, le nom m'échappe mais ça va me revenir, sur la notion de risque zéro et en fait ils se rendent compte que les gens qui ont le meilleur rapport à la gestion de ce risque et de la sécurité, notamment c'est les militaires, ou les gens sur les plateformes, vous savez, en mer, là, sur les porte-avions, etc. Et en fait, ils en sont revenus à une checklist. C'est-à-dire, plutôt que de process extrêmement compliqués, il y a 5 ou 6 points dont chaque personne va être responsable et va se sentir responsable. Et du coup, va s'organiser pour faire en sorte que ça marche. Et en fait, on se rend compte que ça suffit et qu'il n'y a pas forcément besoin de toujours en surajouter. Donc il ne s'agit pas de plaider le chaos, et voilà, il s'agit de dire qu'une organisation, c'est Peter Drucker qui dit ça, une organisation sans ordre est incapable de survivre, mais sans désordre, elle est incapable d'évoluer. Et c'est plutôt darwiniste comme approche, et aujourd'hui on en est un peu là. Mais vous l'avez dit, ça consiste à s'attaquer à la culture de l'entreprise, donc c'est vraiment pas de la cosmétique, on va au fond des choses quand même. Ouais. Donc c'est très impliquant. C'est impliquant dans le sens où si vous voulez bien faire votre travail, à un moment, en effet, on a envie de s'impliquer. Moi, à un moment, on voulait organiser une journée pour que les gens se mettent en grève des processus qui les empêchent de bien travailler. Et on voulait essayer d'officialiser un peu la chose parce que, oui, c'est très sérieux en fait. Il ne s'agit pas du tout de dire, il ne s'agit pas de mettre un baby-foot à un endroit. Enfin, vous voyez, aujourd'hui, donc on en parlait dans le livre un petit peu. Quand moi j'ai participé à cette commission Le Moine, on a rencontré plein de directeurs, c'était il y a un bout de temps, donc depuis le sujet a un peu évolué, mais on rencontrait tous les PDG sur le rapport à la transformation numérique. Et donc les solutions qui revenaient souvent, c'était en effet le numérique commence à être important, on s'en rend compte, on était à peu près en 2013, donc c'est bien, on était contents, parce que ça faisait à peu près 10 ans que ça aurait dû être un sujet. Et donc c'est important, donc on va créer une direction de l'innovation, ça c'est la première solution, on va créer une direction de l'innovation dans laquelle on va encapsuler un petit peu toute l'innovation d'une entreprise. Donc ça on en revient, parce que la direction de l'innovation toute seule, en fait c'est un peu je vais être un peu violente dans ma métaphore, dans ma comparaison, c'est un peu la cour de la cour de récré dans entre guillemets dans la prison de process, quoi. C'est à cet endroit-là, on peut faire les choses différemment, le reste du temps c'est business as usual et on ne touche pas trop au processus. Et ça, en fait, quand ça a été testé sur ces modalités-là, une direction de l'innovation qui développe en interne les innovations, on voit que ça ne marche pas bien parce que le reste des métiers, du coup, il y a un taux de rejet qui est très fort sur les innovations développées. La Poste, par exemple, a changé son modèle, elle avait commencé à faire ça, puis elle est passée à une autre configuration. Donc, ce côté de direction de l'innovation, ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est en effet une pratique un peu culturelle. Alors, l'autre solution, c'est les plans de changement en mode l'O1, l'O2, l'O3 sur plusieurs années. Donc ça, en effet, ça marche très bien, mais ça part d'en haut. Il y a beaucoup de conduite du changement, c'est très compliqué à mettre en place. Et c'est assez descendant et on ne commence pas forcément par ce qu'il faut. Et puis, il y a l'option baby-foot. On va créer, alors excusez-moi, mais c'est pas du tout... J'adore le coworking, j'en viens, c'est mon milieu, mais on va faire un espace de coworking à l'intérieur de la boîte. Et puis on va penser que ça va suffire, parce qu'il y a un baby-foot et puis les gens vont s'en emparer. Mais en fait, la plupart, à part quelques-uns qui sont déjà un peu éveillés, les gens ne savent pas forcément comment se servir de cet espace, parce qu'en effet, un espace de coworking, c'est culturel, il faut savoir, il faut oser y aller, il faut comprendre les codes, il faut le programmer, il faut l'animer, et c'est par là que ça va commencer à marcher. Et du coup, c'est des solutions qui sont un peu descendantes et qui ne sont pas forcément toujours efficaces. Et c'est là où on parle un peu de cosmétique, plutôt que de jouer sur les acteurs de l'entreprise qui, à l'extérieur ou dans leur hobby, dans leur envie, vont voir plein de choses, vont avoir envie de faire plein de choses et se trouvent en résistance contre leur structure parce qu'il y a une sorte de porte fermée qui les empêche de travailler de la manière dont ils voudraient travailler. Ces gens-là, ce sont eux les corporate hackers, et nous, c'est avec eux qu'on travaille, avec ces individualités. C'est quelqu'un qui a envie de mettre le verre dans le fruit. Oui, c'est quelqu'un qui a envie, encore une fois, de bien faire son travail. Premier exemple d'une corporate hackeuse aux États-Unis qui s'appelle Carmen Medina, qui était VP de la CIA, je crois, c'est ça,
Donc vous voyez, on est quand même plutôt sérieux, et c'était au moment de la Deuxième Guerre en Irak, où il y avait eu les problèmes entre guillemets, problèmes de renseignement et d'alignement d'information. Et en mode hacker, enfin, ils ont monté depuis une structure qui s'appelle Rebels at Work, une association. Ils se sont dit que ce serait intéressant de pouvoir partager les renseignements en mode wiki avec les autres pays, en tout cas ceux qu'on estime pouvoir partager. Et donc ils ont monté un projet qui s'appelait Intellipedia à l'époque, en mode complètement rebelle, parce que c'était nécessaire. Parce que, encore une fois, c'est des gens qui étaient très impliqués, extrêmement sérieux dans ce qu'ils faisaient, et ils ont monté ce projet Intellipedia qui depuis a été primé pour service rendu à la nation. Et donc depuis, cette femme est partie à monter ce réseau qui s'appelle Rebels at Work, qui dit vous avez ce sens de la rébellion positive et constructive, exploitez-le et allez-y. Et encore une fois, c'est une posture très individuelle. Alors, il y a une différence importante à faire entre les hackers et les crackers. Ouais. Vous pouvez nous... Enfin, ou les hackers, crackers, ou ce qu'on appelle les white hats ou les black hats dans le monde des hackers. Ça, souvent, quand on arrive avec ce discours du hacker, on dit oh là là, mais le hacker, c'est le virus, c'est le piratage, c'est grave, c'est pas bien, etc. Mais en fait, le hacker, beaucoup plus que les startups, c'est l'incarnation de ce qu'est la culture du numérique. Moi, je programme pas, je suis pas hackeuse, mais je me suis éveillée au contact de ces gens-là sur un des premiers espaces de coworking qui à l'époque s'appelait la cantine par Silicon Sentier, donc c'était en 2000, je sais pas, c'était au début de la deuxième vague du web. Et j'ai rencontré ces gens. C'est là où j'ai vu un nouveau mode de travail, un nouveau mode de comportement qui était juste extraordinaire, hyper éthique, extrêmement engagé, des gens qui savent travailler ensemble les uns avec les autres, et des gens qui, des fois, font les choses un peu de façon, entre guillemets, déviante ou pas forcément autorisée, mais pour bien faire et toujours au service d'un idéal. Et les hackers les plus connus, c'est plutôt ceux-là que les mauvais hackers. Ça va être, alors Snowden pour ne citer que lui, avec le côté un peu emblématique sur le fait de saisir de cette notion de liberté des données, de l'information, de faire attention à ce qu'on voit sur nous, etc. Mais c'est aussi les premiers hackers qui ont créé Internet. C'est le tout début de l'histoire du hacking que moi j'aime bien raconter, que je trouve assez symbolique, c'est les hyper-ingénieurs de la Silicon Valley dans les années 70, au moment où le PC se démocratise et où du coup des boîtes ferment les systèmes d'exploitation des ordinateurs. Et là, il y a tout un tas de gens qui disent mais attends, moi j'ai fait ça pendant des années, je sais très bien comment ça marche, et aujourd'hui, on est en train de fermer un système et de me dire du coup ce que j'ai le droit de faire ou de ne plus faire avec ma machine, et de guider mes interactions. Mais moi, j'ai pas envie de faire ça, parce que je suis compétent, je sais bien faire, je suis responsable, je vais pas casser ma machine. Et du coup, ils sont rentrés dans le système et ils ont commencé à le hacker. Et c'est ce rapport-là au hacking que je trouve intéressant quand on en fait un parallèle avec la façon dont on travaille aujourd'hui. Donc c'est pas du tout les grands méchants qui viennent tout casser, ça c'est vraiment une petite minorité aujourd'hui dans le monde du hacking. Et est-ce que le hacker est un électron libre ? Oui, quelque part, dans le sens où il est libre et affirmé, mais pas dans le sens c'est un électron libre dans l'entreprise, ou c'est le créatif, ou la danseuse du président, enfin je ne sais pas ce que vous pouvez connaître, mais c'est pas du tout ces postures-là. C'est encore une fois, c'est quelqu'un de très opérationnel, d'hyper impliqué dans son travail. Les corporate hackers aujourd'hui, il y a une association en France, si vous la connaissez, je veux bien que vous vous manifestiez, comme ça je comprends, qui s'appelle les activateurs. Oui. Vous en avez entendu parler ? Et donc les activateurs, c'est une association de salariés de grandes entreprises qui sont à la Française des Jeux, chez Snecma, chez Safran, chez Danone, enfin bon, on peut toutes les passer en revue, qui s'est montée il y a un peu moins de 2 ans, qui aujourd'hui compte, je crois, plus de 300 membres, il y a une représentation à Paris, une autre à Nantes, une autre à Marseille, une autre à Lyon, enfin oui, il y a un essaimage assez spontané, et c'est des salariés qui se reconnaissent dans cet état d'esprit du corporate hacking et qui disent mais moi j'ai envie d'en être parce qu'aujourd'hui j'ai envie de bien faire mon travail et je suis responsable innovation, ou je suis directeur marketing, ou je suis responsable marketing, ou à la SI, enfin ils sont vraiment à des postes très opérationnels et pas du tout dans la partie créa un peu déconnectée. Mais c'est des gens qui aujourd'hui ont besoin d'aide et ont besoin d'écoute de la part de la structure pour pouvoir faire les choses d'une façon plus fluide. Et vu que ça résiste, et qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans des dispositifs qu'ils estiment un peu dégradés ou en tout cas pas optimales, qui du coup vont prendre des fois de temps en temps la tangente. Alors dans le livre, vous dites que le make-storming, c'est pas vraiment une méthode, mais qu'il y a quand même des principes pour que ça marche, et que ces principes sont indissociables les uns des autres. Est-ce que vous pouvez nous les donner, ces principes ?
Oui, bah après, le livre, c'était compliqué parce que on fait un parallèle entre le make-storming, qui est ce que nous on fait chez Noda, qui est une façon de rentrer dans les organisations et d'organiser des temps de travail collaboratifs, etc. Et cet état d'esprit et cette éthique plus générale du corporate hacking. Mais en gros, le corporate hacker, il va vite travailler en groupe. Il va vite travailler en équipe parce qu'il a besoin, parce que tout seul, on est beaucoup plus vite limité, surtout quand on parle de structures complexes, de projets transverses, etc. Donc il va organiser, le fait de se mettre ensemble en mode pluridisciplinaire, ça c'est très important, c'est-à-dire représenter un peu toutes les compétences dont on a besoin sur un projet. Ensuite, on va faire, c'est-à-dire on ne va pas juste parler, on va essayer de se donner quelque chose d'atteignable, donc de viser un prototype, quelque chose d'assez concret, qu'on va pouvoir aller très vite tester et mettre sur... et savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Pas tant pour être sûr que ça marche, mais pour pouvoir éliminer un maximum de mauvaises idées et apprendre de toutes ces mauvaises hypothèses. Donc là, on retrouve des méthodes type Lean Startup, MVP, etc. Ça, vous voyez tout ça? Okay. Donc voilà, et puis essayer de ne pas refaire des choses qui ont déjà été faites. Ça, c'est très important dans la philosophie du hacking, c'est qu'on ne fait pas quelque chose juste parce que ça nous fait du bien à l'ego de le faire, on fait quelque chose parce que ça manque, et qu'on estime qu'on va publier et on va redonner aux autres sur ce qu'on a mis en place et ce qu'on a appris, que ça va nourrir la communauté. Là, on est sur des bases un peu d'open source et d'intelligence collective qui, du coup, s'agrège et grandit parce que les uns et les autres vont apporter un peu chacun leur pierre à l'édifice. Donc voilà, en gros, les principes sur lesquels nous, on travaille. Et puis le fait d'apprendre en permanence, c'est-à-dire de ne pas jouer juste avec ce qu'on sait, ce qu'on connaît et qui on est dans l'organisation, mais inviter des gens à l'extérieur, que ce soit des freelances, que ce soit des gens qui font la même chose que nous ailleurs. Nous, on fait beaucoup de coopétitions ou d'inviter des gens qui sont dans une grande boîte, mais une activité très différente, mais qui vont apporter quand même une connaissance ou quelque chose. Et essayer de mixer un peu les principes.